Action! Bienvenue les mordus! Mercredi, le 2 mai. Avez-vous tous collecté vos loyers? C'est le temps de collecter les loyers. Lâchez le live, là, allez collecter vos loyers si ce n'est pas fait. Merci d'être avec nous. On va laisser le temps aux gens de se loguer. Même chose que d'habitude. On partage, on tag un ami qui aimerait ça être là. On partage. C'est quoi l'autre affaire qu'il faut faire? On like. On fait un petit bonhomme. Good. Ce soir, on brise les tabous en prêt privé avec François Bélanger, directeur général chez Sedma Finance. Donc, on laisse le temps aux gens d'arriver. Même moi, je ne suis pas encore logué. Petit refresh. On est en l'air. Déjà 7 personnes. Est-ce que Marco Guérin sera le premier comme à l'habitude? Non, pas ça, il faut que je fasse. Et voilà. Yves-Michel Deschênes, salut de Sherbrooke. Marco Guérin, deuxième cette semaine. Bonsoir de Sherbrooke. Non, c'est salut de Sainte-Marthe, Yves-Michel. Marco, deuxième, malheureusement. Je vais baisser mon son. Claudia Acto, bonsoir Claudia. Julie Gendron, bonsoir messieurs, bonsoir Julie. Déjà 15, ça va bien. Donc on fait comme moi, un petit j'aime avec le pouce. Excusez. Le son, est-ce qu'il est bon le son? On n'était pas sûr de donner le micro. François, tu peux dire 2-3 phrases pour le micro? Salut Jocelyn, merci de l'invitation ce soir. J'ai hâte d'échanger avec les mordus sur le vrai. Donc, si quelqu'un peut nous commenter que le son est bon pour les deux micros. Bonsoir Stéphanie. Sénat Classique a bien compris, elle a tagué Julien Cochon. Donc, on tag les amis, là. On va être le plus gros groupe possible pour avoir le plus d'interactions possible. Je répète le sujet de ce soir, on brise les tabous en prêt privé avec le directeur de Sedma Finance, François Bélanger. 21 personnes, ça commence à bien aller. Donc, je vais moi-même partager sur ma page. On partage sur notre page. On peut partager aussi sur la page d'un ami si on veut. Là, je vais y aller au hasard. Page d'un ami. Bono. Bono, c'est un bon ami, ça. On va partager sur la page de Bono. Oh oui, le gars de YouTube. Donc, c'est partagé. Bono va nous saluer bientôt. Donc, je viens de recevoir mon menu chat. Ça veut dire que les gens vont recevoir une petite alerte. Donc, ceux qui voient nos promotions des lives, là, si vous textez, c'est « Je veux ». Oui, dans les promotions. Dans les promotions, si vous textez « Je veux », vous allez recevoir une alerte automatique quand le live il commence. Donc, juste à texter « Je veux » quand vous voyez la promotion du live chaque semaine. On a-t-il des choses spéciales dans les lives bientôt, Caroline? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, des invités spéciaux ou quoi que ce soit dans les prochaines dates, le temps que les gens se lèvent. On a qui s'en vient. On a Justin Larochelle. Oh! Justin Larochelle, je pense que c'est. La fin mai. Fin mai. Donc, à la fin mai, on va avoir Justin Larochelle, 10 mots faciles en direct des bureaux des mordus. Benoît Poulain. Benoît Poulain de CBRA. On a Michael Bourgeois. Michael Bourgeois qui va être à l'Ultime Sommet ce week-end. Et sinon, la mémoire, vite, attends. Je veux dire, c'est la semaine prochaine, au moins, ce serait cool, tu sais. Ouais, on a l'horaire de la semaine prochaine. Salut Martin Grandmont. Judith Bilodeau de Joliette, merci. Tommy Archambault. Tommy Archambault, oui, spécialiste en financement hypothécaire de multiplex, ça va vraiment être intéressant. Tommy a le verbomoteur assez facile. On va avoir du plaisir la semaine prochaine. Donc, on est prêt à commencer, je pense. Donc, je répète le sujet. On brise les tabous en prêt privé. Donc, si vous avez des questions concernant le prêt privé, il y a plein de tabous, il y a plein de rumeurs, il y a plein de légendes urbaines autour des prêts privés. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de démystifier ça. Posez vos questions comme d'habitude. Caroline va nous faire un tri là-dessus, puis va nous informer au fur et à mesure des questions les plus populaires. Puis, on va y répondre en direct. On est là pour une bonne heure et demie, les mordus. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas.
je voudrais saluer tout le groupe. En fin de semaine, on a une belle surprise. Je revenais de vacances. J'avais un groupe de formation samedi passé au Hall Brossard. Donc, il y avait un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Puis on avait oublié d'enlever l'option de s'inscrire. Fait qu'on a eu un beau problème. On avait une salle pour 25, on s'est ramassé de 33. Heureusement, c'est une grande salle. On a ajouté des tables. Tout le monde a été bien servi. On a vraiment eu un excellent groupe. Sur l'heure du dîner, on a eu la chance d'avoir Sana et Patrice Ménard, Christian Pomerleau et son associé Alexandre, qui sont venus réseauter avec les mordus. Ensuite de ça, le soir, c'est Philippe Deveau qui est venu souper avec la cohorte de l'après-midi. Vraiment des belles journées. J'ai déjà hâte au mois prochain, que ça va être le 22. Tu te souviens ça? 22 mai? 26 mai. Donc, 26 mai, prochaine formation. Surveillez les réseaux sociaux, on va avoir d'autres types de formations disponibles bientôt, dont celle de François, qui s'intitule Comment devenir prêteur privé. Donc, comment devenir prêteur privé, les trucs, les astuces. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a mis des outils en place, on a des trucs, des astuces pour s'assurer de ne pas perdre de sous, parce qu'un prêteur privé, son rôle premier, c'est de ne pas perdre de sous. Les questions, n'oubliez pas, on peut peut-être commencer par, c'est qui, François, les prêteurs privés? Prêteurs privés typiques, là, les gens que tu rencontres, les gens qui vont mettre des fonds dans l'investissement immobilier. Ouais. Bien, les prêteurs privés, très souvent, c'est des gens qui ont eu beaucoup de succès en immobilier, qui ont fait des sous et qui veulent passer à un mode un petit peu plus passif. Ils veulent être moins à créer des transactions. Ils veulent plus aider les gens. Puis très souvent aussi, ils veulent, c'est souvent des gens de solution, là, qui veulent aider les gens à partager leur expérience ou tout simplement avoir un bon rendement sur le capital qu'ils ont accumulé au fil du temps. Donc, l'idée qu'on se fait là, du gars avec un gros pick-up, un gros chien méchant assis à côté qui bave partout, des tatous et une batte de baseball, c'est pas ça partout? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, dans nos clients qu'on a en gestion chez nous, c'est monsieur, madame, tout le monde, des gens retraités ou sur le bord de la retraite, des gens d'affaires qui ont des sous et qui veulent du bon rendement, qui croient en l'immobilier, qui veulent générer de l'investissement comme ça, sans nécessairement encore, comme je disais tantôt, s'impliquer dans le day-to-day, aller déboucher des toilettes. Donc, ce qu'on entend parler souvent des gens qui vont essayer de s'embarquer dans des projets en tant que prêteur privé pour, communément dire, essayer de tirer à plug puis prendre la place dans le projet ou voler le projet de l'investisseur. Est-ce que ça arrive souvent, selon toi? Ça arrive pas souvent. La plupart des prêteurs que je connais, avec qui je fais affaire, il n'y a personne qui aime ça faire des reprises. C'est pas agréable. C'est long, c'est compliqué. Finalement, c'est pas payant en bout de ligne. Finalement, c'est pas nécessairement payant. Puis c'est pas le fun non plus parce que on vient enlever les sous, enlever la maison, enlever le projet à quelqu'un. Donc, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment le dernier recours. La plupart des prêteurs privés sont là pour, garder leur capital puis générer du rendement. Ils ne sont pas intéressés à faire des reprises. C'est pas vraiment la mentalité là, qui est derrière dans le marché. À la limite, est-ce qu'un prêteur privé devient un bon partenaire? Parce que selon moi, s'il y a des sous, c'est parce qu'il réussit à quelque part. Probablement que s'il est place dans le prêt privé sur hypothèque, c'est parce qu'il connaît un peu de l'immobilier. Donc, un débiteur qui aurait de la difficulté avec son prêt privé pourrait probablement se retourner vers son créancier et lui demander des conseils. Définitivement. Très souvent, comme je mentionnais tantôt, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont eu déjà du succès. S'il arrive quelque chose, c'est une belle source de référence. Ils peuvent vous aider. C'est sûr qu'ils ont intérêt à vous aider à ce que vous ayez du succès. Fait que, oui, définitivement, ça arrive quand même régulièrement qu'on va, de mon côté, là, qu'on va aider des clients qui nous arrivent avec des projets plus ou moins bien ficelés, puis ils se rendent compte que finalement, avant de passer à l'action, qu'il y a peut-être des petits devoirs à refaire, fait qu'ils vont retravailler leur projet avant de partir. Oui. Oui, définitivement, on agit comme un partenaire plus que... Alors, on est chanceux. On a déjà une question. Habituellement, les gens se déjeunent vers 8h15 quand on est rendu à la moitié de la bouteille de scotch. Là, on n'a même pas ouvert la bouteille encore. Puis, il y a déjà une question de Judith Bilodeau. Une question sûrement posée souvent. La cote de crédit est-elle aussi importante que notre institution financière? Excellente question. Ouais, très bonne question. La cote de crédit, on n'a pas du tout les mêmes barèmes au niveau du prêt privé. Fait que oui, on va regarder le crédit pour connaître un peu plus avec qui on fait affaire. Mais le chiffre est plus ou moins important. Ce qui va être important pour nous... Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tester le son? Parce qu'on m'a marqué que le son était bas. J'ai ajusté le micro. Je peux l'ajuster aussi. Je sais que je parle pas fort. Des fois, peut-être la monter. Mais là, je veux juste voir Caroline qui disait « Coucou, le son est bas ».
Est-ce que tu peux, il y a un petit délai là, sur l'écran, puis est-ce que tu peux nous dire si c'est correct? En attendant de partager la vidéo et taguer quelqu'un. Il doit plus avoir de son pantoute, personne ne répond. Ah, c'est bon encore? OK. Là, on va voir si ça va fonctionner. Maintenant, il est mieux? OK, on va se remonter un petit peu. C'est bon. Bizarre que ce soit pas, hein? Donc, OK. on parlait de la cote de crédit. On parle plus fort! On va parler plus fort. On parlait de la cote de crédit. Donc, la carte de crédit. Fait que c'est pas un élément essentiel. Ce qui va être important pour nous, c'est quoi le plan de sortie. Donc, si on fait un dossier de financement pour un flip, le plan de sortie, c'est une vente. Le dossier de crédit est plus ou moins important. Ça nous donne juste une idée de quel genre de débiteur vous êtes. Est-ce que vous avez tendance à payer vos comptes ou pas? Par contre, si votre plan de sortie est un financement bancaire puis votre cote de crédit n'est pas bonne, il faut voir pourquoi elle n'est pas bonne puis est-ce qu'on a le temps pendant le 12 mois du prêt de corriger votre dossier de crédit, que vous soyez capable de passer au financement Exactement, bancaire. parce qu'il y a des stratégies pour s'assurer que le dossier de crédit puisse prendre un petit peu son envol là, durant le... À quoi pourrait servir le prêt pour améliorer un dossier de crédit? Un dossier Le de prêt privé, là, le prêt privé. de quelle façon ça va améliorer? Souvent, on va utiliser ça dans un cas de consolidation de dette. Les gens qui ont, pour une raison ou une autre, les cartes de crédit se sont empilées, taxes pas payées, ou des impôts pas payés, ça c'est un élément super important. Impôts pas payés, vous ne serez pas capable de vous financer. La banque acceptera pas. La banque n'acceptera pas du tout. Fait que si on fait un prêt privé pour régler toutes ces petites dettes-là, on nettoie le dossier de crédit. Puis par la suite, là, vous allez être capable de repasser au financement bancaire traditionnel. Là, parce qu'un prêt privé n'apparaît pas à la cote de crédit. Effectivement. Première. Effectivement, il n'apparaîtra pas sur votre bureau de crédit, il va apparaître sur l'index des immeubles, mais pas sur le bureau de crédit. Donc, quand vous allez refinancer dans une banque, la banque ne verra pas ça dans votre bilan. Donc, vous n'avez pas besoin de dire que vous avez une dette de X montant. Exactement. Bon, ça permet de baisser les ratios d'endettement. Good! J'espère qu'on a bien répondu à la question de Judith, qui a déjà une deuxième question. On va en profiter. Pour une expansion rapide, si il y a, peut-on faire affaire au prêt privé plus de 2 fois dans une année? Excusez. Définitivement. Donc, on a un premier deal début de l'année, on n'a pas fini ce deal-là encore, on a un autre deal qui tombe, on pourrait réemprunter sans que ça affecte. On pourrait réemprunter. Je peux donner un exemple avec les flips. On peut commencer un premier dossier de flip où on a mis une petite mise de fonds, une collatérale sur la maison. Le projet est terminé, pas encore vendu, fait qu'on peut se servir de l'équité bâtie dans le flip pour donner en collatéral sur le projet 2, et ainsi de suite sur le projet 3. Puis tranquillement, les projets se vendent. Des mains levées partielles. On fait des mains levées partielles, qu'on est capable de... Donc, quelqu'un qui voudrait faire plusieurs flips dans l'année pourrait utiliser sa première garantie collatérale, qui est sa maison personnelle, financer 100% ou presque le premier projet. Son projet terminé, il a augmenté la valeur, évidemment, parce qu'il a mis des rénovations. Il trouve un autre projet, celui-là, il est en mise en marché. On attend qu'il se vende, on attend de passer chez le notaire. Donc, pour ne pas perdre de temps, on donne celui-là, puis encore la maison garantie collatérale. Si le premier projet se vend en partiel, donc ça permet de passer à une prochaine étape. Ça permet de partir le projet 3 une fois qu'il y en a un de vendu. Tout est correct, Caro? Moi, je t'ai interrompu. OK, on est reparti. C'est bon. Good! Il y a quelqu'un qui voulait me parler pendant qu'on est en ordre. J'espère qu'on a bien répondu à la question de Judith. Si tu as besoin de précision, ne gêne-toi pas. On est là pour ça. On a Franck Danier. Salut les gars! En tant que prêteur privé, vous arrive-t-il d'avoir un arrangement avec un client qu'il peut, au refinancement conventionnel, rembourser les frais d'ouverture de dossier, le montant emprunté et les intérêts? Rembourser les frais d'ouverture de dossier, là. Si j'ai bien compris ta question, Damien, est-ce que le client va être capable, au refinancement, de repayer les frais de dossier, les frais d'intérêt? Effectivement, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que les dossiers sont montés. Si on considère qu'un dossier, c'est viable, le client va s'assurer que le coût du prêt, au moment du renouvellement, là, va être suffisant là, avec le nouveau prêt. La plus-value va être suffisante. C'est dans l'analyse du plan de sortie. Tout de suite, au début, on analyse, voir si le plan de sortie
est viable. Si le plan de sortie est viable, bien, ça va inclure justement tous les frais associés à la transaction. Si le projet est capable de supporter des frais d'intérêt, donc s'il y a des revenus associés au projet, puis ensuite de ça, au refinancement, on paye tout ça. Donc, en principe, le débiteur ou l'emprunteur n'aura pas à sortir de sa poche aucun sou s'il y a des garanties suffisantes. Si c'est ça le plan comme ça qui a été monté, même, je dirais même plus loin, si le plan de sortie ne permet pas de rembourser, probablement qu'on ne fera pas le prêt parce que le dossier va être trop serré. Exactement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait plus qu'un plan de sortie? Est-ce que tu as des exemples de plans de sortie qu'on pourrait fournir? C'est même sage d'avoir plus qu'un plan de sortie. En immobilier, il faut avoir tout le temps un dossier récent que tu as fait plan qu'il y avait B. un ou deux ou trois plans de sortie? Oui, on a les plans de sortie où on avait un cas de flip, par exemple, Ouais. la vente de l'immeuble. Pour une raison quelconque, question de timing de marché, la maison ne se vend pas. Fait qu'on a décidé de mettre la maison en location. Donc là, on va chercher des revenus. On allait chercher des revenus. Une fois que la maison est en location, là, on était capable d'aller chercher un financement conventionnel parce que c'était devenu, au lieu d'être un flip, c'était devenu une maison en revenu. OK. On est capable de refinancer comme une maison en revenu. Puis la maison va être vendue un petit peu plus tard par la suite. Donc, ça pourrait même être vendu avec un option incroyable, messieurs. On est-tu reparti? Ouais. Good! On s'excuse, il y a quelqu'un qui veut absolument me rejoindre. Tout le monde le sait que le mercredi, je suis en live pourtant, mais ça m'appelle l'un après l'autre. Désolé pour les petites interruptions. Donc, plan de sortie, on sait c'est quoi les plans de sortie. Le coût réel d'un prêt privé, est-ce que tu aurais des exemples? Je pense qu'on t'en a préparé deux. Oui, mais on peut faire un exemple de. On va faire une première pendant qu'on pose des questions. Puis, Ouais, on va faire un cas de flip pour un l'instant. cas de flip parce qu'on vient d'en parler. Un cas de flip, on peut prendre un cas de flip ou un achat du projet à 200 000. On prévoit mettre 50 000 de réno. La personne a 25 000 de mise de fonds. Donc là, on a un achat 200 000, 50 000 de réno, donc coût Coût total du projet 250. 250. La personne a juste 25 000 de mise de fonds, ce qui est vraiment peu, on parle de 5 C'est une petite mise de fonds. Parfait. Là, le prêteur, lui, est à l'aise avec 5 de mise de fonds. Non. OK. Qu'est-ce qu'on fait 5 pour de mise de fonds, c'est sûr éviter ça? qu'on n'ira pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une collatérale sur la maison. Fait que dans un cas comme ça, le client. OK. Collatéral, des fois, c'est un terme qui peut paraître difficile pour les non-initiés. En quoi consiste la garantie collatérale versus le projet d'hypothèque en tant que tel? Excellent. Fait que une garantie collatérale, c'est une deuxième hypothèque sur la maison du client. Ce que ça fait, c'est qu'il y a déjà une première hypothèque qui est détenue par la banque. On vient se mettre derrière l'hypothèque. On vient chercher comme liquidité disponible la valeur qui est non hypothéquée de la maison, qui vient servir de sûreté là, sur le projet. Parfait. Si je comprends bien, là, il va y avoir une première hypothèque sur l'immeuble sujet qu'on achète, le projet. Oui. Cet immeuble-là est surhypothéqué aux yeux du prêteur. Donc, le prêteur va demander une garantie supplémentaire au débiteur, à l'emprunteur, Exactement, pour venir balancer le risque. en prenant le reste de l'équité après la vente sur sa maison sur l'autre personnelle. immeuble. Puis ça, est-ce que ça change de quoi dans le day-to-day d'un emprunteur sur sa maison personnelle? Sur sa maison, ça ne change rien. Comme il n'a pas sorti l'argent est tout sur son projet, il n'y a pas un paiement de plus ou il n'y a rien de spécial. Oui, ça apparaît au registre, Ouais. mais sinon, De façon temporaire. ça lui a permis de faire l'acquisition du Parfait. du projet. Donc, on comprend Sans bien plus. comment la garantie est prise. On continue ton exposé. Fait qu'on est à un prêt de 225 000 sur un projet de 250. Fait qu'on parle à peu près de plus ou moins 10 000 de frais. Si on calcule que c'est un projet de 6 mois, un projet de flip, on ne veut pas que ça Ouais. dure plus longtemps que ça. Puis là, les Travaux mordus, là, vendus. soyez sûr là, que vous commencez votre mise en marché jour 1, que vous êtes prêt à faire un flip. Dans un flip, là, c'est les frais de possession qui vont coûter vraiment cher. Donc, si vous faites attention à votre budget, mais que finalement, ça prend 2 ans à vendre, pensez-y, 2 ans, supporter un immeuble, taxe municipale, taxe scolaire, assurance, chauffage, déneigement l'hiver, couper le gazon l'été, mettre de l'entretien là-dessus. Les frais d'intérêt, c'est le plus important. Donc, même un projet de flip de 6 mois, ça commence même à être long. Fait que je pense que tu as bien évalué le temps que ça devrait prendre pour... Exactement. Puis même les assurances, là, assurer un projet de flip, c'est assez dispendieux. Étant donné que l'immeuble est réputé être vide, Ouais. il n'y a pas personne dedans pour surveiller. Donc, fait qu'on était à notre projet de 250, on a à peu près un petit peu moins de 25 000 en frais et intérêts sur 6 mois. Disons qu'on vend l'immeuble à 350, puis j'arrondis à la hausse là, les frais, les coûts de possession, taxes de bienvenue et autres. On peut dégager un profit de 50 000.
Fait que, on parle de quelqu'un qui avait une mise de fonds de 25 000, qui est allé générer un profit potentiel de 50 000 en se remboursant son 25 000, puis en payant des frais d'intérêt puis des frais de dossier avec le prêteur privé. Comment il aurait pu faire ce flip-là? Disons qu'il y avait juste 25 000. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser? Il aurait pu aller chercher un partenaire. Le partenaire lui aurait coûté combien en... Bien, habituellement, la règle est s'il y a un partenaire qui vient mettre l'argent, il aurait pris la moitié des profits. Dans ce cas-là, son profit aurait été diminué. La moitié des profits, c'est quand même pas beaucoup. Pour un partenaire, il aurait pu aussi demander un rendement sur l'argent qu'il met, puis la moitié des profits. Donc, je pense que c'est une bonne affaire de faire affaire avec le prêteur privé dans ce cas-ci, si c'est bien organisé, bien structuré. Effectivement, parce que pour que les gens comprennent, les banques n'aiment pas les flips pour une bonne raison. Les banques ont un modèle d'affaires basé sur un prêt de 25 ans. Si on parle d'un prêt de 6 mois, bien, juste ce que ça coûte à la banque mettre en place un prêt. Il y a tellement d'intervenants autour d'un prêt. Il y a tellement d'intervenants à payer, le courtier hypothécaire, l'agent, la banque, banquier, le souscripteur, l'évaluation, tout autour de ça. L'intérêt qu'ils vont percevoir pendant 6 mois, ça ne couvre même pas leurs frais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les banques, qu'ils n'aiment pas les flips. C'est pour ça que le prêt privé, c'est une belle alternative, c'est une belle alternative pour les flips. Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions. Oui. Daman Madem, question numéro 4. Bonjour. Question, j'ai de l'équité en masse sur mes immeubles. Moi, je préconise l'utilisation de mes cartes MBNA avec un taux de 0,9% sur plus 1% sur les transferts de sol au lieu de sortir mon cash. Si j'utilise mes cartes pour faire du prêt privé, est-ce que c'est bon? C'est une très bonne question. C'est la première fois que je me fais parler de ça. Ça dépend. Ça serait ma réponse première. Ça dépend qu'est-ce que tu as de besoin. C'est ça qu'a dit aussi le condamné à mort quand la corde a cassé. Oui. Ça dépend. Ça dépend. ça peut être une stratégie, le hic avec les cartes de crédit. Si tu n'as pas besoin de refinancement pour une longue période, je suis sûr que ça a été couvert là, par Philippe. Oui, Philippe en a déjà parlé. Si tu n'as pas besoin de refinancement pendant ce temps-là, c'est une belle façon de rentabiliser ta carte. Mets ton ratio d'endettement. Mets ton ratio d'endettement, il va être au maximum. Fait que si tu as un financement à faire pendant cette période-là, ça va te limiter vraiment beaucoup. Honnêtement, moi, dans ce cas-ci, je plie sur le côté de Pierre-Yves McSween. Donc, on n'utilise pas les cartes de crédit pour faire du prêt privé. Les cartes de crédit, c'est toujours du court terme. Si on a besoin d'une somme d'argent à court terme, bien structurée, je vais être d'accord d'utiliser les cartes de crédit. Quand on fait du prêt privé, on sait quand est-ce qu'on met l'argent, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va la récupérer. Donc, dire je vais faire un prêt privé, il va me redonner l'argent dans 3 mois, j'en ai besoin dans 3 mois, payer mes impôts. Mauvaise idée. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va revenir. C'est exactement où je m'en allais. Si on fait un prêt, on a signé le prêt, puis on ne peut pas vraiment sortir si le débiteur n'est pas en défaut. Fait que ça peut prendre plus de temps que prévu. Si on est trop serré, comme là, avec une carte de crédit, et on a besoin des sous, on peut être dans le trou. Judith Bilodeau, fais-moi penser de te payer une bière. Tu nous donnes beaucoup de matériel ce soir. By the way, on n'est pas mieux faire... Oups, ça a mouru. On n'est pas mieux faire une entente avec notre prêteur privé d'1 an parce que si on vend 7 mois et non dans 6 mois, il arrive quoi? Oh, il y a plusieurs scénarios. Je vais te laisser répondre à ça, François. Il y a effectivement plusieurs scénarios possibles. La question est dit, est-ce qu'on prend un terme d'1 an, un terme de 6 mois, comment ça fonctionne, puis c'est quoi les avantages puis les désavantages de chacun? Ça va varier vraiment d'un prêt à l'autre, d'un prêteur à l'autre. Les conditions vont changer. Fait que ça va voir dans votre situation à quel point vous êtes sûr de vendre votre projet à l'intérieur de 6 mois ou si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous allez sur un 12 mois. Habituellement, il y a des pénalités de remboursement anticipé. Si vous prenez un prêt de 12 mois, puis vous remboursez à 6 mois et demi, et vous allez payer une pénalité. Donc, ça peut être un terme d'1 an fermé, 6 mois fermé. Ça peut être un terme d'1 an fermé avec 3 mois de pénalité remboursement anticipé. Ça peut être un terme d'1 an fermé d'1 an, 3 mois de pénalité remboursement anticipé, mais un minimum de 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres termes? Il y a plusieurs conditions possibles. Donc ça se négocie avec notre créancier. Ça se négocie avec notre créancier. Il y a plusieurs offres disponibles. J'ai déjà entendu aussi 60 jours de vie. Aussi. Donc 60 jours de vie. Dès que tu veux rembourser, il faut que tu donnes 60 jours de vie, donc 2 mois d'intérêt. Parfait. J'espère qu'on a bien répondu à Judith. Marco Guérin. Si l'équité de la maison n'est pas très élevée, est-ce qu'on peut faire affaire avec un prêteur privé pour un collatéral avec un emprunt plus haut que l'équité? Je crois que c'est du cas par cas beaucoup. Ouais, donc, l'équité de la maison, disons qu'elle est à 15-20 %.
Donc, ça ne fait pas une grosse marge de libérer sur l'immeuble. Est-ce qu'un prêteur privé prendrait quand même cette garantie collatérale-là? Je pense que ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet, ça dépend du bilan dans son ensemble. Ça dépend de l'immeuble, du sujet. Qu'est-ce qu'on est en train d'acheter? Est-ce que c'est un immeuble à risque ou c'est un immeuble à revenu? Et est-ce que c'est un refinancement ou un nouvel achat? Okay. Il y a plusieurs circonstances qui vont faire que ça peut être possible. Là, tu m'as interpellé un petit peu. Est-ce que c'est un immeuble refinancé? Est-ce que c'est un immeuble à revenu? Qu'est-ce que ça va changer s'il y a des revenus pour le prêteur privé? Bien, si on prend par exemple un flip où c'est une dépense pure, si jamais mon débiteur arrête de payer, puis c'est un flip, bien, j'ai besoin d'injecter de l'argent pour le terminer. Si j'ai un financement sur un immeuble à revenu, donc bien, un 8 logements. Un 8 logements. Le 8 logements, en théorie, va générer des revenus à chaque mois. 5-6 000 par mois de revenus. 5-6 000 par mois de revenus. Fait pour le prêteur, dans l'analyse de risque, si le débiteur arrête de payer, je peux saisir les loyers, ce qui limite le risque. Parfait. Fait que oui, dans certaines circonstances, on va être un petit peu plus créatif là, dans donc, c'est du cas par cas. Marco, quand tu as un projet, l'idéal, c'est de parler avec un prêteur privé et de voir exactement ce qu'il peut faire. En principe, les premiers conseils sont tout à fait gratuits avec un prêteur privé. Ils sont définitivement gratuits chez nous. Parfait. Philippe Deveau qui nous arrive avec une très bonne question. Est-ce que le prêt privé peut être utilisé sur une transaction par vente d'actions? Ça dépend toujours à quoi va servir la vente d'actions. Si la vente d'actions, c'est un transfert d'immeuble par des actions, ça pourrait être applicable. Dans notre cas, puis il y a des prêteurs privés de toutes sortes. Il y a des gens qui font des prêts privés sur des comptes à recevoir. Il y a toutes sortes de prêteurs privés. Nous, on fait exclusivement du prêt privé sur des garanties immobilières. Donc, si les actions servent à acheter un immeuble, c'est un dossier qu'on pourrait considérer définitivement. Parfait. Donc, c'est possible de donner les actions de l'entreprise qui détient l'immeuble en garantie pour obtenir un prêt hypothécaire privé. Donc, c'est une stratégie qui est très alternative, très créative. Si la question était pour acheter des actions à la bourse, dans notre cas, c'est sûr que ça serait non. Il y a peut-être d'autres prêteurs. Oui, c'est ça. Il faut que les actions soient les actions de l'immeuble. Good. On a Christiane Prudhomme. Exemple, s'il vous plaît. Prêteur privé et un nom personnel pour un client en déduction d'impôt personnel ou prêteur privé en Inc. Okay. Prêteur privé a un nom personnel pour un client et déduction d'impôt personnel ou prêteur privé en Inc. Je ne comprends pas bien la question. Si en tant que prêteur privé, il faut être incorporé ou le faire en personnel. Ça ne change pas vraiment beaucoup au niveau impôt. Est-ce qu'elle va plus loin dans cette question? Bref, le revenu d'un prêteur privé, il va être imposé au même taux, qu'il soit au niveau Inc. ou au niveau personnel. Fait que de ce côté-là, ça ne change pas vraiment grand-chose. Je ne sais pas si ça répondait à la question de Christiane. C'est le même taux d'imposition. Oui, c'est ça, c'est le même taux d'imposition parce que c'est du revenu passif. OK. Là, on a une question pour Philippe Deveau, quand même assez particulier. Donc, Philippe n'est pas ici, mon pauvre Daman. Parce que Philippe il est intervenu. OK, il est intervenu. Donc... Il est intervenu sur l'histoire des cartes de crédit MBNA. Oui. Puis il a dit du prêt privé, ça peut être possible avec tes cartes, mais sûrement pas du prêt privé hypothécaire. OK. Là, je pense que Philippe Deveau s'est fait hacker son compte. Là. En prêt privé, est-ce que les panneaux solaires sont considérés dans votre évaluation de la valeur de l'immeuble? Le bain aussi est considéré. Le bain aussi, tous les accessoires de l'immeuble. Oui, c'est ça. Il y a une piscine, c'est considéré. Oui, je comprends mal. Parce que dans le prêt privé, la valeur reste la valeur. T'sais, la valeur de l'immeuble ne change pas parce qu'il y a un prêt privé ou un prêt bancaire ou pas d'hypothèque du tout. La valeur de l'immeuble est calculée de 3 façons. Coût de reconstruction. Donc, si on veut reconstruire cet immeuble-là, c'est quoi la valeur que ça va coûter pour le reconstruire? Et après ça, il y a la valeur économique. On va faire le calcul entre les revenus bruts de l'immeuble, moins les dépenses d'exploitation. Ça va donner un revenu net qui va être divisé par un taux de capitalisation, un pourcentage. Puis là, à ce moment-là, ça va donner la valeur économique de l'immeuble. Puis ensuite de ça, il y a la valeur marchande de l'immeuble. La valeur marchande va être calculée sur qu'est-ce que le marché offre dans ce coin-là. Souvent, on va la calculer, pas souvent, mais généralement,
tout le temps. On va la calculer avec ce qui s'est vendu autour. Donc, pour un immeuble du même nombre de pieds carrés, du même type, briques et bois, même grandeur de terrain, qu'est-ce qui se vend autour? Donc, on va utiliser toutes les composantes des comparables disponibles pour arriver à une valeur le plus juste possible. Donc, c'est les 3 types de valeurs. Donc, la valeur économique, la valeur de comparable et la valeur de reconstruction. C'est une autre question. Oui, c'est ça, je suis en train de regarder. Mathieu Lepage. Pour avoir les coûts totaux du prêt du prêteur privé, on vous appelle ou c'est indiqué quelque part? Ben c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, fait que définitivement, oui, il faut faire une analyse du dossier. Habituellement, c'est comme ça qu'on va fonctionner. On va faire l'analyse du dossier, puis oui, on va indiquer les coûts par la suite. Il y a tellement de variables, c'est pas quelque chose qu'il n'y a pas une charte. Je vais faire comme une étude de cas. Moi, je t'appelle François, je vais acheter un multilogement, il me manque une partie de mise de fonds. Comment ça va se passer, la procédure? Fait qu'on va, premièrement, tu vas nous soumettre ton bilan. Donc, on va regarder c'est quoi ton bilan, c'est quoi ta capacité de rembourser. Tu m'envoies un formulaire de bilan, je remplis ça. Salut François, mon nom c'est ça, j'habite à tel endroit, je possède X nombre de REER, mes cartes de crédit sont loadées au tapis, ma femme elle dépense trop. Non, c'est pas vrai. Ensuite de ça, je sais quoi mes dettes, c'est quoi mes revenus, mon bilan me donne une valeur nette. Y a-t-il d'autres choses que tu vas vouloir savoir? Je fournis mon CV ou non, ton mes bilan, revenus annuels? Tes revenus annuels, ton expérience, c'est-tu le premier immeuble que tu achètes? Ça fait 5 immeubles que tu achètes, tu es rendu au 6e. Toutes ces variables-là vont rentrer en mise dans l'analyse du dossier. Parfait. Donc, on analyse l'individu en premier. OK. Ensuite, on va analyser l'immeuble. Bon. Donc, tu vas me demander quelques documents relatifs à l'immeuble sujet. Exactement. C'est quoi le listing? C'est quoi votre analyse de l'immeuble? Si on parle d'un multi-logement, vous avez sûrement fait un cruncher ou une analyse économique de l'immeuble. Est-ce que vous avez un potentiel de décider dans cet immeuble-là? C'est quoi votre plan pour l'amener à son plein potentiel? Habituellement, si on finance un immeuble, c'est parce qu'il y a un plan pour développer le potentiel. Parfait. Fait que, c'est sûr qu'on va regarder comment le plan a été bâti, puis est-ce que le plan est réaliste? C'est super important parce que si notre plan de sortie a un refinancement avec la valeur potentielle, il faut s'assurer que l'analyse tient la route. Qu'on est capable d'augmenter la valeur. Donc, on va analyser l'immeuble comparé avec ses voisins. Même chose que vous avez probablement fait, là, on va regarder le marché des loyers, le marché des vendus là, pour ce type d'immeuble-là dans ce secteur-là. Si tout se tient, on va être capable de faire une offre. Puis avec l'offre, partir de là, puis être capable, je vais enlever ça, je suis plus capable. Ça vide de tes enfants. C'est tellement. François est populaire. Donc, pour le financement d'un flip, pourquoi est-ce qu'on ne va pas aux banques puis on resterait avec un prêteur privé qui coûterait. Parce que c'est plus facile? Parce que je l'ai parlé un petit peu tantôt. Les banques, si vous parlez de prêt privé, c'est sûr qu'ils vont refuser votre dossier. Pour les raisons évidentes qu'on a parlé tantôt, ça coûte plus cher faire un prêt. Si on parle de flip. Si on parle de flip. OK. Là, excuse-moi. Pas trop. Je voulais juste être sûr. On parle de plex. OK. C'est ça? Non, on tombe. Oui, c'est ça. Accessibilité à un plex. Qu'est-ce que ça va donner comme accessibilité de plus? Accessibilité à un plex. Ça va nous permettre d'acheter des plex à problème, si on peut dire comme ça. Entre autres choses. Fait que une des opportunités. À problème ou à potentiel? Ou à potentiel. On peut le voir dans les deux sens. On peut le voir dans les deux sens. Un immeuble à fort potentiel. Disons que vous trouvez un 16 logements avec 8 vacants. Oh! Vous allez déposer ça à la banque, bien, ils vont financer peut-être 35, 40, 50% de l'immeuble. Parce qu'il y a 50% de vacants. Okay. C'est quelque chose que vous êtes peut-être capable d'aller financer au privé. Parce que le prêteur privé, lui, va le voir, le potentiel. Lui, il va le voir, le potentiel. Il va voir c'est quoi votre plan. Vous avez déjà fait ça dans 3-4 immeubles. Vous avez eu du succès. Ou c'est votre première fois, mais vous avez un plan solide. Vous avez l'énergie pour mettre ce plan-là à jour. Fait que oui, on va financer là-dessus. Le plan de sortie va être assez évident. Donc, des exemples de potentiel là, dans un immeuble, là, il va y avoir des potentiels de négociation, si on veut. Des potentiels de négociation. On a réussi à acheter l'immeuble beaucoup en bas de la valeur marchande pour diverses raisons. On a trouvé un vendeur motivé, on était super bon dans la négociation. Négociation aussi dans l'augmentation des loyers. Il y a des locataires, mais les loyers sont trop bas. C'est ça, la moyenne des loyers est vraiment en bas du marché. On peut faire des conversions de chauffage.
Donc là, on s'embarque un petit peu dans les travaux, convertir du chauffage. Un petit peu de chauffage, c'est que si on avait du chauffage payé par le propriétaire, on va convertir le loyer pour envoyer le chauffage payé par la charge d'économie, la charge d'énergie, on va augmenter le gap entre les revenus bruts et les revenus nets. On augmente les revenus, mais on va stabiliser les revenus la plupart du temps si on négocie bien. Puis on va diminuer la portion des dépenses qui va donner un revenu net plus haut, augmenter la valeur économique, ce qui va nous permettre un refinancement plus élevé. Parfait. Est-ce qu'on fait l'exemple du multiplex en achat avec l'aide d'un prêteur privé? Allons-y. Disons un immeuble 8 logements, valeur d'1 million. On a besoin pour un immeuble de ce type-là, en conventionnel, une mise de fonds de 25 %, soit 250 000. Fait que notre client a 150 000 de mise de fonds. Donc, on parle de faire un achat au conventionnel pour commencer. Conventionnel pour commencer, parce qu'on avait un potentiel d'augmentation de valeur à développer là-dessus. Fait qu'on achète 1 million, on a 150 000 de mise de fonds, donc il nous manque 100 000 pour la mise de fonds, qu'on va aller chercher au prêt privé. Que 100 000 au prêt privé, probablement que dans ce dossier-là, il y a des garanties collatérales qui seraient données pour venir appuyer parce qu'on ne peut pas prêter 100 % de la valeur. Exactement. Donc, ça va coûter plus ou moins 5 000 de frais de dossier. Si on analyse le projet, le potentiel se réalisait rapidement. Fait que si on parle de frais à peu près 6 000 d'intérêt, si on regarde ça une période de 6 mois. Le temps de maximiser les valeurs. Ce qu'on peut aller chercher, après le refinancement, au bout de 6 mois, on augmente la valeur économique à 1,25 million. On va refinancer ça à CHL à 85 % de la valeur, ce qui va nous donner un financement de 1 062 500. Donc, si le prix total était d'1 million, on récupère notre mise de fonds. Puis ça a coûté 11 000 $. Ça a coûté 11 000 $ de frais. Dans le dossier. On a remboursé notre prêteur privé, puis on a remboursé notre mise de fonds. Étant donné qu'il y a 60 000 de plus, ça peut être l'argent qui a servi aux rénovations. Probablement qu'il y a eu des rénaux, il y a eu des travaux électriques ou peu importe là, ce qui a été fait là, pour générer ce 250 000 de valeur économique supplémentaire. Parfait. Donc là, on vient de donner un exemple commun de prêt privé sur un plex. On a donné aussi un exemple tantôt sur un flip. Ceux qui n'auraient pas compris, parce que c'est sûr que ça prend un petit peu plus de visuel, on n'a pas la technique qu'il faut présentement pour le faire, mais je vous invite, c'est exactement ce qu'on va faire dans ma prochaine formation le 26 mai. Donc, les chiffres qu'on vient de vous donner, là, que ça peut paraître comme un peu de brouillon, parce que là, vous l'avez juste eu verbalement, mais on va vous donner la version visuelle, là, puis allongée là, de comment est-ce utiliser le prêt privé avec un PowerPoint bien structuré. PowerPoint bien structuré, vous partez avec le matériel. Donc, puis si vous avez des questions, en direct, ça va être plus facile. C'est une belle formation de 3 heures. Hein? Oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de très bons commentaires. On étire tout le temps un petit peu plus que 3 heures. Si vous prenez 2 minutes pour aller sur sedmafinance.ca, le groupe, non la page, allez voir les commentaires où est-ce que tu mets les petites étoiles sur Facebook. Là. Il y a vraiment des beaux commentaires. Je m'amuse à lire ça à mes enfants. Je fais la grosse tête à la maison, je lis les beaux commentaires qu'on a sur notre formation. Puis on a quand même plusieurs élèves qui sont passés à l'action. Ouais. On a fait des beaux prêts, puis il y en a plusieurs qui Exactement, donc, sont réalisés. Ça se réalise assez rapidement une fois que les gens ont compris. Malheureusement, des fois, les gens sont obligés de venir 2 fois à la formation pour tout comprendre. Mais là, je fais une blague parce que Pierre-Luc et David étaient venus 2 fois à la formation avant de passer à l'action. Donc, on passe à la prochaine question du public. Mathieu Lepage qui revient. Je veux de quoi de concret? Exemple, je veux emprunter 80 000 sur 6 mois. Combien ça me coûte, Judith? Hey, les participants parlent entre eux autres. Hein? On n'a même plus besoin d'être là. Arrangez-vous, allez sur le groupe. Sur 6 mois. Combien ça coûte 80 000 sur 6 mois? On va faire le calcul, c'est super simple. Donc, un frais de 80 000, un prêt de 80 000, c'est quoi les frais de dossier au total? Approximatif, là, disons plus ou moins 5 000 de frais d'ouverture. C'est peut-être probablement moins que ça. Là. 4 000 de frais d'ouverture de dossier, 1 000 de notaire, faire des chiffrons. Donc, on ferait un prêt de 85 000. Exactement. Disons qu'on est en premier ou en deuxième rang. C'est Mathieu, c'est ça? Pascal? Mathieu? Oui, c'est Mathieu. À 80 000, 80 000 serait en deuxième rang.
qu'on serait autour de 14 OK, 14 À 15, tu veux faire les calculs faciles. Ouais, calcul est plus facile à 15. Tu faire les calculs à 100 000, ça va être plus facile. OK, on repart à 100 000. 100 000 5 000 de frais de dossier, 1 000 de notaire. Donc, on fait un prêt de 106 000. 12 d'intérêt. On est en premier rang, ça c'est facile à compter, ça? Ça fait 6 000. Ça fait 6 000. 6 600 pièces de frais. C'est ça, ça a coûté? Non, 12 600 pièces. 6 600 pièces d'intérêt, donc ça t'a coûté 12 600 pour 6 mois. De frais pour 6 mois. Donc, environ. si tu as un projet qui te rapporte, disons, à peu près 25 000, tu fais un flip pour te rapporter 25 000, ça ne fonctionne pas. Les flips, là, à mon avis, à moi, en bas de 75 000 de revenus potentiels, si tu ne calcules pas ce que ça te coûte l'acheter, là, je pense que ça ne sert à rien d'essayer d'aller vers ça. Là. Non, c'est sûr que après tout payer, je n'embarquerai pas dans un flip en bas de 25 000. Le risque est trop grand. Fait que si on calcule... Une fois tout payé. Oui, une fois tout payé, la taxe de bienvenue, agent d'immeuble et tout le reste. Donc, Mathieu, si jamais tu as un projet, tu prends 2 minutes, tu appelles François, puis il va tout décortiquer avec toi là, combien est-ce que ça va coûter approximativement. Une fois que tu vas y avoir fourni, combien de documents, qu'est-ce qu'il faut fournir pour arriver à faire que tu puisses faire une analyse rapide, puis donner une offre verbale au client, puis dire, écoute, moi je pense que si tu me permets de faire une due diligence là-dessus, là, avec ce que tu m'as donné à la base, là, quel document ça prend, pour pouvoir dire, verbalement, je t'offre ça, je finis mon due diligence, puis on va vers un pour une offre rapide, là, une fois qu'on a le bilan, puis le détail de la propriété, puis du plan, on est capable de partir avec ça. Puis oui, pour aller chez le notaire, ça prend plus de documents, là, mais pour faire l'analyse de départ... Les 5 documents de base? Bilan, les taxes... Les deux taxes? Les deux taxes. Contrat d'assurance? Contrat d'assurance, s'assurer que la maison est assurable. Promesse d'achat ou relevé hypothécaire? Exactement. Parfait. Donc, 5 documents. C'est 3 mois. Au taux prix. Comme ça, des niaiseries. Les 5 documents. On va commencer par les assurances, le certificat de localisation, les 2 comptes de taxes, le relevé hypothécaire ou le promesse d'achat signée. N'oubliez pas la promesse d'achat signée. On reçoit trop souvent de promesse d'achat non signée. Ça ne veut rien dire une promesse d'achat qui n'est pas signée. Puis, si vous avez d'autres documents à fournir, tant mieux. Mais avec ces 5-là, François est capable de faire une offre verbale. Donc, merci à Mathieu. Pascal Savard. Comment utiliser le prêt privé pour augmenter la mise de fonds en multilogement pour acheter plus gros et rembourser après capitalisation? Merci. Je pense que la question a peut-être été posée avant qu'on fasse l'exemple. C'est pas mal ça qu'on a fait, l'exemple tantôt qu'on parlait. Donc, si je vulgarise l'exemple, c'est qu'on trouve un immeuble qui a un fort potentiel d'augmentation de la valeur économique, donc on pourrait aller chercher du financement supplémentaire. On l'achète en conventionnel avec la banque. Pourquoi conventionnel? Parce que ça va être moins compliqué et on ne paiera pas une prime à la SCHL sans avoir maximisé la valeur économique. Donc, on ne sera pas pris avec une hypothèque maximisée déjà dès le départ quand il y a un potentiel à sortir dans l'immeuble. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser soit une garantie collatérale ou d'autres immeubles pour réussir à avoir un prêt qui va nous permettre de gonfler notre mise de fonds. C'est-à-dire que si sur une mise de fonds de 250 000, on a juste 150 000 de disponibles, avec des garanties collatérales, un prêteur privé pourrait venir vous aider à hauteur de 100 000 supplémentaires. Donc, avec votre 150 000 qui vous permettrait d'acheter juste un immeuble d'environ 700 000, bien là, vous pouvez, avec le 250 000, votre 150 000 et le 100 000 du prêteur, vous pouvez acheter un immeuble de 1 million. Donc, l'effet levier, dans le fond, d'utiliser l'argent de la banque à un faible taux d'intérêt est découplé de cette façon-là. Le coût que ça va coûter pour obtenir 100 000 de plus est tellement faible en rapport avec la proportion que vous allez aller chercher de plus de valeur. Parce qu'oubliez pas, dans l'exemple qu'on a donné, là, on a un immeuble de 1 million, puis grâce à toutes sortes de stratagèmes, soit conversion de chauffage, augmentation des loyers, on ajoute des revenus, on change la destination de l'immeuble, il y a toutes sortes de façons de le faire, il y a toutes sortes de plans pour maximiser un immeuble. Bien, on va aller chercher $250 000 de plus en valeur économique, ce qui permet d'aller chercher un financement supérieur, rembourser le prêteur privé, rembourser les rénovations qu'on a dû faire. Donc, ça devient une équation qui est très rentable. Il y a un élément super important dans cet exemple-là, si votre objectif c'est de grossir votre parc, votre mise de fonds est de nouveau disponible. Après le refinancement, on est prêt, on fait la même stratagème qu'on achète un immeuble 2. C'est ça, en reprenant votre même mise de fonds, 6-8 mois plus tard, on recommence l'opération. Sur un autre immeuble, on va chercher un autre prêt, et on fait encore la même chose. Comparativement, si on avait mis la mise de fonds à 100%, on avait gelé notre argent là, puis on avait attendu un terme de 5 ans, que la banque veuille bien nous rappeler
pour renouveler une hypothèque puis récupérer de la liquidité. Dans ce cas-ci, là, on peut faire en 5 ans 10 immeubles au lieu d'attendre une fois pendant 5 ans de récupérer un certain montant. Donc, tout est dans la recherche des immeubles que vous allez, la prospection que vous allez faire, la recherche des immeubles, puis l'œil averti que vous allez avoir pour déceler les potentiels dans les immeubles. 90% des gens qui viennent faire ma formation me disent « je fais des crunchers, je fais des crunchers, je fais des crunchers ». Ça passe pas. Ça passe jamais. Exact, ça passe jamais. Il faut faire 2 crunchers. Vous allez faire votre premier cruncher qui est le cruncher réel de ce qu'il y a sur le listing. Ensuite de ça, vous allez apprendre à analyser ce listing-là, puis déceler quelle source de potentiel il y a dans cet immeuble-là. Oui, des fois, il n'y a pas de potentiel, mais parfois, on va dire, bon, bien, l'électricité est très haute. Est-ce que je peux faire une conversion? Je vais aller visiter cet immeuble-là. Est-ce qu'il se prête bien à faire une conversion? S'il se prête bien à faire une conversion, bien, développer le potentiel en maximisant votre valeur économique en faisant une conversion, ça va vous permettre de décupler la somme que vous allez avoir pour réinvestir rapidement. Donc, j'espère qu'on a bien augmenté la mise de fonds nécessaire pour Pascal Savard. Christiane Prudhomme qui revient. Taux d'intérêt en première et en deuxième hypothèque en privé, s'il vous plaît, le coût de dossier en moyenne pour un emprunteur. Donc, on a parlé tantôt des dossiers entre 3 et 5 entre 3 et 5 qui est par la cas. moyenne cas par cas, ça va Évidemment, varier plus beaucoup. que le prêt gros, plus que le pourcentage de frais de dossier diminue, parce qu'il y a un volume. Ensuite de ça, première et deuxième hypothèque, les taux. Ça va varier la plage, disons 10-18 les taux sur le marché, en fonction de oui, on est en deuxième, puis plus le risque est élevé, plus qu'on va être vers la 18. Plus on est un gros dossier, plus on va se rapprocher du... Les taux d'intérêt, je me souviens qu'il y avait eu un post sur le groupe de Facebook où je m'étais chicané avec à peu près tous les courtiers qui disaient « Ah ouais, moi j'en ai du prêt à 8 ». Donc, je les avais mis au défi de me trouver des actes hypothécaires à 8 parce que souvent, il y a des prêteurs privés, ce qu'ils vont faire, ils font leur mise à marché à 8 mais ça ne veut pas dire qu'ils font des prêts à 8 Ils disent oui, dans certains paramètres, dans certains cas, on fait des prêts à 8 mais ces cas-là, c'est des dossiers qui sont bancables, du genre, on a besoin de 50 de ratio prêt-valeur sur un multilogement super bien géré à 50 de ratio prêt-valeur. C'est évident qu'on va avoir du 8 chez un prêteur privé. On est capable d'avoir du bancaire à 3 c'est certain. Donc, les gens, ils m'avaient envoyé des screenshots. Ouais, je suis bien bon en anglais, moi. Donc, ils m'avaient envoyé des photos de certains actes, mais on voyait très bien que c'était pas des cas, c'était des cas très particuliers, puis c'était pas fait par des prêteurs qui ont pignon sur rue. Donc, puis évidemment, si votre prêteur privé, c'est votre grand-père, il est possible que vous fassiez des très belles conditions. Dans ce cas-ci, on appelle ça du love money plus que du prêt privé. C'est un acte hypothécaire privé qui va vous faire pour garantir ses fonds, mais c'est du love money, c'est pas du prêt privé. Un prêt privé qui a pignon sur rue, qui fait ça professionnellement, on le répète, 10 à 12 en premier rang. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à 8 puis qu'il n'y en aura pas à 14 dans des cas extrêmes. Mais en général, le marché va être à 10 à 12 Puis en deuxième rang, on va aller du 12 à 16 Puis ça ne veut pas dire 21 c'est pas possible, j'en ai déjà vu. Faites attention aussi à tous les frais accessoires, hein? Parce que des fois, il y a des frais au départ, mais il y a des frais pour sortir aussi. Des histoires de cauchemars assez impressionnantes. Puis il y a des frais qui augmentent en cours de route si on dépasse les délais. Il y a toutes sortes de choses. Il faut prendre le temps d'analyser comme il faut les offres. Question numéro 13, Mélissa Lacarre. De quelle façon fonctionne le prêt privé si vous financez la mise de fonds totale et qu'après optimisation et refinancement un an, ce n'est pas suffisant pour rembourser le prêt privé? Excusez. Parfait. Fait que, si je comprends bien les questions de Mélissa, ça veut dire que notre plan de sortie, refinancement, on n'a pas réussi à avoir 100% du montant qu'on voulait. Fait qu'il reste une balance. Ce qui arrive dans un cas comme ça. Donc, on va y aller avec des chiffres. Ouais. On emprunte 200 000 au prêteur, puis notre valeur va monter, puis la banque dit « je vais financer 75 puis je vais te refinancer 180 000 ». Donc, on doit 200 000 au prêteur privé, puis on a juste 180 000 de bancaire à 3 Le prêteur privé est à 12 on a hâte de le laisser aller. La banque nous finance 180 à 3 Qu'est-ce que tu vas offrir à ton débiteur? Bien, il y a des solutions possibles. Si on était en premier rang, on peut accepter d'avoir une quittance partielle du 180 000 puis de tomber à un 20 000 en deuxième rang. Évidemment, les conditions vont changer parce qu'on n'est plus... Donc, on va majorer le taux un petit peu. Donc, on passe de 12 à 14 ou 15
quelque chose comme ça selon le dossier. Si le débiteur est toujours bien payé, ben, il n'y a pas de problème là. C'est des choses qui se font. Puis sinon, ben, il y a peut-être d'autres sources, d'autres façons d'aller trouver le 20 000. Si une vente peut être envisagée dans un cas comme ça, qui pourrait être un autre plan de sortie, puis trouver le moyen de générer l'argent supplémentaire. Parfait. J'espère qu'on a bien répondu à la question de Mélissa. Juste nous faire un petit coucou, Mélissa, si c'est ton affaire comme réponse ou si on peut préciser. Mathieu Lepage qui revient. Je suis dans les plex, pas dans les flips. Ici à Rimouski, c'est moins cher. OK, c'est pour ça qu'il nous parlait que ces montants étaient. Il était plus bas. Il était plus bas, oui. Oui, bien évidemment, les montants sont moins chers sur les. Oups, là, je me suis perdu, je m'excuse, je reviens. C'est rendu à 13. 13, oui, c'est ça. Donc c'est ça. Oui, c'est moins cher à Rimouski, mais souvent, le ratio pré-valeur, quand on sort en région de Montréal, ça va peut-être être diminué. Ouais. C'est quoi le ratio pré-valeur qu'un prêteur, là, sans garantie collatérale, va essayer d'observer? Typiquement, dans les grands centres, on va être à 75% de ratio pré-valeur. Plus on va s'éloigner des grands centres, plus ça va diminuer. Fait que si on est à Rimouski, en fonction du marché, puis où on est dans Rimouski, parce que si Rimouski, on est dans le centre, où c'est encore un peu plus actif, c'est une chose. Si on s'éloigne déjà dans les petits villages autour de Rimouski, là, les ratios vont descendre plus bas, plus. Pour quelle raison le prêteur privé va réduire son ratio pré-valeur en région et tout ça? C'est une très bonne question. C'est toujours une analyse de risque. À quelle vitesse, quel prix je peux vendre mon immeuble pour une vente 30 ou 60 jours? Si je suis en région et j'ai 4 ventes d'immeubles dans l'année, bien, si j'ai un immeuble à vendre, la chance que je vende mon immeuble à 30 jours est assez faible. Donc, si je suis au centre-ville, il y a 4 ventes par jour. Exact. C'est pas la même dynamique du tout. Là. Donc, le prêteur, lui, ce qu'il va regarder, parce que c'est important de se mettre dans les souliers d'un prêteur quand on veut faire un prêt privé, bien comprendre ses besoins, c'est que la journée que je dois vendre ce flip-là à la place du débiteur, parce que lui est plus capable de remplir ses obligations, combien de temps est-ce que je dois estimer la revente de ça? Combien de temps je vais supporter cet immeuble-là? Je vais prendre le temps de préciser. Là, c'est sûr qu'on va toujours faire le calcul comme si on voulait vendre puis faire une reprise. Dans le marché, je connais très peu de prêteurs qui vont en fait faire des reprises. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent des garanties suffisantes pour être certains que ça arrive. Exact. Fait que c'est pas l'intention du tout, fait que juste pas qu'on interprète mal l'analyse. Fait que on est là pour aider les gens, on n'est pas là pour faire des reprises. Mais les gens, dans notre cas, les gens, l'argent qu'on investit, les gens qui nous font confiance et qui veulent qu'on investisse leur argent, ils veulent s'assurer que leur capital reste là. C'est pour ça qu'on fait l'analyse de risque, puis on va le prévoir, s'assurer que tout le monde récupère ses sous là, à la fin de la journée. Le plus rapidement possible. On revient, Mélissa qui revient avec une autre question. Mon courtier m'informe qu'une propriété en vente en bas de 80% de la valeur. Il y a une cliente intéressée par l'immeuble qu'elle désire acheter par l'entremise de sa compagnie. Comme sa compagnie est encore trop jeune, elle ne peut pas se permettre de l'acheter. Elle est très intéressée par la location-achat et désire signer un bail de 3 ans. De quelle façon fonctionnez-vous? On vous envoie les infos de la propriété, vous analysez et achetez le bâtiment en totalité. Donc, lorsque c'est une location avec option d'achat via un prêteur privé, si on veut? Je devrais qu'honnêtement, je n'ai pas analysé de cas de location-achat. J'ai fait de la location-achat personnellement. L'analyse est un petit peu différente. Il faudrait prendre le temps de voir la question de Mélissa dans le détail. Okay. Je ne suis pas sûr comment on réussirait à ficeler le tout là, pour que ça soit possible. Il y a sûrement quelque chose à faire avec le concept de location-achat et de prêt privé. Là. Mais ça va dépendre beaucoup de la mise de fonds qui va être mise par l'optant de l'option d'achat. L'occupant, la personne qui veut acheter d'ici 3 ans, va signer un bail de 3 ans, de quelle façon il va mettre la mise de fonds de côté. Il y a beaucoup de détails à aller chercher. Mais en gros, là, c'est de savoir si cette personne-là est assez solvable. Parce que le problème, ceux qui vont avoir les options d'achat, ils doivent être solvables au départ. La seule chose qui se produit, c'est qu'ils n'ont pas la mise de fonds aujourd'hui. Donc, ils vont démontrer qu'ils ont une capacité de mettre la mise de fonds de côté dans les 3 prochaines années. Puis là, ben, l'investisseur qui va donner l'option d'achat, est-ce qu'il y a un profit potentiel à aller chercher? Fait que la personne, au lieu de payer vraiment un loyer, paye son option d'achat, accumule
Si le plan est de financer la maison en prêt privé pendant 3 ans, trop lourd. C'est sûr que c'est trop lourd. lourd. Le prêt privé est toujours du court terme, mais il y a un plan de sortie 6 à 8 mois maximum. Parce que sur un terme d'un an, 6 à 8 mois, on sait toujours que dans les banques, dans les financements, dans l'immobilier en général, il y a des délais imprévus. Donc, si vous avez un plan de sortie 6 à 8 mois, s'il étire un peu de 4-5 mois, bien, vous allez sortir en dedans d'un an. Si vous devez supporter plus longtemps que ça, par expérience, on le sait, les prêts privés qui durent trop longtemps, on finit par perdre le client qui se décourage parce que c'est trop lourd, trop longtemps. Merci Mélissa pour la belle question, même si ça sort un petit peu du champ du prêt privé, là, mais c'est quand même très connexe, hein, les options d'achat et les prêteurs privés. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs privés qui vont dire, ben, regarde, je vais racheter ta maison, je vais te donner une option en place de te faire un prêt privé. Je vais être en mesure de te donner une réduction de taux. Étant donné qu'il n'y a plus de reprise à faire, je suis plus propriétaire. Fait que ça peut être une option pour les gens qui sont mal pris, souvent, là, au lieu d'un refinancement ou d'un prêt privé pour consolider les dettes. On va opter pour cette consolidation qui est trop serrée, là, souvent, ça va être une option qui va être proposée. Martin Grandmont, j'aime ça, Martin. J'aime ça. C'est un commentaire, ben oui. Vaut mieux payer de l'intérêt que ne pas faire de move. 3, 2, 1, go! On le fait. C'est un super de bon point. Là. Souvent, les gens viennent nous parler, les gens ne connaissent pas le prêt privé. Ça coûte cher le prêt privé, vous chargez cher d'intérêt. Comment ça coûte de ne pas faire de deal aujourd'hui? Moi, il faut que je donne une anecdote. Ça fait 10 ans que je suis dans le prêt privé, puis à un moment donné, le prêt privé était moins connu il y a 10 ans, on se le dira. Maintenant, il y a plein de prêteurs privés. À l'époque, il y en avait juste quelques-uns, puis ça avait encore moins bonne presse, moins bonne réputation. Puis il y a un client qui m'avait refusé un dossier parce qu'au total, il y avait une dizaine de mille de frais. Il dit, t'es-tu fou? Je paierai jamais ça, 10 000 de frais. Je dis, non, arrête, tu fais 100 000 de profit. Donc, il va te rester 90 000. Tu fais 100 000 de profit à l'achat. Fait que là, il dit, non, oublie ça. Je dis, OK, on va prendre un exemple. Cet immeuble-là, si tu devais refaire la toiture, est-ce que tu l'achèterais quand même et tu ferais ton deal? Il dit, ben oui, pas de trouble, ça coûte 10 000 faire la toiture. Fait que là, je vais faire 90 000. Mais le fait de payer des frais, qui sont moins tangibles, il fait une toiture, il y a une toiture neuve, bien là, il était content de payer pour sa toiture, il y a une toiture neuve. Là, dans ce cas-ci, il n'a pas fait la transaction parce que c'est quand même assez particulier. Moi, j'aurais payé les foutus frais, puis j'aurais encaissé 90 000. Luigi, je ne dirais pas ton nom de famille, Luigi, parce que je t'aime trop, puis je ne veux pas scraper. Il fait juste dire bon retour de vacances. T'sais, moi, j'étais toute prête à une grosse question. Bien, merci beaucoup du retour de vacances. Comme vous voyez, je suis super bronzé. C'est une farce. Ouais, on fait des petits bonhommes qui pleurent parce que je ne suis pas bronzé. Pourtant, il a fait beau. Petit bonhomme qui pleure, petit cœur, petit sourire. On n'oublie pas de faire des. T'aimes la crème solaire. Oui, c'est ça. J'ai mis de la crème solaire. Je me suis caché en dessous de l'auvent aussi. L'auvent, le gazebo. Il y avait un gazebo à gazebo. J'ai lu 5 livres en 6 jours. En 7 jours. Quand même pas pire, là. La bière était bonne, oui. Donc, on a d'autres questions qui rentrent. Ou que j'ai manqué. Ah, je parfait. Est-ce que ça nous permet, on l'a déjà répondu, là, mais ça nous permet d'accroître notre nombre de portes plus rapidement? On a donné des exemples. OK, là, il est 7 heures, là. Ça veut dire quoi, il est 7 heures? On fait la danse la danse de pluie. Ben non! On rouvre le scotch! François, t'as choisi quoi ce soir? Ben oui, Caro a dit, hey, c'est pas dans l'horaire, ça, 7 heures, il avait arrivé là-dessus. En logement, c'est la stabilité rentable. Formation d'immeuble de chambre en logement, est-ce que tu as déjà fait ça de ton côté? Pas de mon côté, je sais qu'il y a des clients qui ont déjà travaillé là-dessus. Une maison de chambre en logement? En logement. Bien, dans le fond, c'est un gros projet de rénovation. Oui, c'est vraiment de la rénovation brute. C'est sûr que l'achat de l'immeuble va être compliqué parce qu'une maison de chambre, on vient de diminuer le ratio pré-valeur bancaire à 65 %, voire même des fois 50 %. Donc, ça va compliquer ton financement à la base. Oui, le prêteur privé va venir t'aider là-dessus parce qu'il va comprendre qu'est-ce que tu vas faire. Il va gérer avec toi tes frais de rénovation. Donc, arrive avec un bon plan bien structuré, un bon budget, un bon échéancier, des soumissions déjà préparées. Le prêteur, il aime ça quand tu arrives et tu es préparé. Il se dit, bon, j'aurais pas besoin de le faire à sa place, tu as déjà fait des soumissions. Puis, il y a des gens, des fois, qui se disent, ah, c'est long les soumissions. Puis, non, prends les mesures des fenêtres, appelle la compagnie, par téléphone, ils vont faire une soumission. Quand même, après ça, quand ils vont revérifier les mesures, là, quand même, il faut qu'ils viennent prendre un rendez-vous mesurer. Puis là, c'est là que c'est long un petit peu.
Quand même, ça coûterait 1000 de plus ou 1000 de moins, c'est pas tellement grave. On a besoin d'un approximatif, tu sais. Des fenêtres qui ont 4 pieds par 4 pieds, là, ben, j'en ai 40 à changer. Combien ça coûte? Même s'ils mesuraient 4 pieds 2 par 4 pieds 2, ça va faire une petite différence en bout de ligne. Donc, François, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on boit ce soir? Je te laisse l'honneur. Une super sélection, là. Ah oui, je comprends pourquoi tu me le dis. Hein. C'est presque chien, tu sais. Ah ben, les scotch, souvent, ils ont des noms particuliers. Aberfeldy, un single scotch de 12 ans. Oui, en fût de chêne. En fût de chêne. Il sent. Bouteille numérotée, hein? 29,05. Ça paraît pas, c'est mon partenaire, hein? J'ai payé une bouteille numérotée ce soir. Fait qu'un bon cheers, on goûte à ça. Merci, partenaire. Excellent choix. Excellent choix. C'est doudou. Pour revenir sur l'exemple de maison de chambre, oui. C'est plus facile d'acheter une maison de chambre. Tu l'as mentionné, les banques n'aiment pas beaucoup ça. Les banques n'aiment pas les petits logements, n'aiment pas les logements avec beaucoup de roulement. Donc, un petit logement, c'est rare que quelqu'un va aller rester dans un 2,5 le restant de ses jours. Souvent, il se sépare, il vient travailler dans un secteur pour une courte période de temps, c'est un étudiant, donc ils sont là pas longtemps. Plus qu'il y a de gestion à faire, plus la banque s'éloigne du produit. Donc, à court terme, c'est plus payant. Effectivement, c'est plus payant louer des chambres que louer un 4,5. Ça génère plus de revenus. Par contre, la banque ne va pas le considérer de la même façon. Exact. Fait que si vous convertissez une maison de chambre en logement, votre valeur économique va augmenter, même si les revenus vont diminuer. Par contre, si vous voulez faire le contraire, convertir un immeuble à logement en maison de chambre, faire bien attention, valider votre plan de sortie à l'avance. Pas juste ça, valider aussi votre contrat hypothécaire, parce que là, vous changez la destination de l'immeuble. Peut-être que la banque pourrait vous mettre en défaut directement quand la rénovation est finie. Vous, vous dites, j'ai rajouté une plus-value, j'ai plus de revenus. Les autres vont dire, non, bon, tu devais nous avertir, nous demander si on pouvait. Donc, là, je dois expliquer la valeur économique. Tu veux-tu l'expliquer? On n'a pas expliqué la valeur économique encore, hein? On l'a fait un petit peu tantôt. Là, on a parlé brièvement. La valeur économique, si je peux le mettre brièvement, c'est pas super compliqué. Tu peux prendre ton temps. On va prendre mon temps, encore bien du temps. C'est quoi les revenus de l'immeuble? Puis il y a une super formule magique. Bon, vous avez 12 logements à 500$ par mois, puis ça donne tant de revenus annuels, moins les dépenses. Les dépenses sont normalisées souvent, les banques ont des... Donc, on va normaliser les dépenses, ce qui veut dire que l'entretien, on va y aller à 500$ par mois, par unité. Par année par unité. Donc, si on a un 12 logements, c'est 6 000 par année d'entretien qu'il va falloir utiliser. On va utiliser les assurances, la vraie valeur. Là, souvent, si vous achetez un immeuble et vous fournissez le contrat d'assurance du vendeur. Le vendeur, il a juste un immeuble, ça fait 60 ans qu'il en est propriétaire, puis il n'a jamais négocié ses assurances. N'oubliez pas que ces assurances vont monter très rapidement. Donc, allez chercher une soumission, puis négocier à la baisse votre soumission. Si le vendeur, lui, ça coûte pour son 8 logements, je ne sais pas, moi, 3 500$, ça se peut que vous arriviez avec une valeur de 2 500$ sur votre soumission, puis la banque, en calculant votre valeur économique, va utiliser votre soumission au lieu du... Puis là, si c'est l'inverse, si le vendeur, il y a beaucoup d'immeubles, et il ne paye pas cher, bien, utilisez la soumission du vendeur. Vous avez le contrat d'assurance du vendeur, la banque va l'utiliser. Donc, ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus de valeur économique. Ensuite de ça, il y a le poste d'énergie. Électricité, gaz et, je m'en ai dit l'huile, mais c'est le mazout. Le mazout. Donc, de quelle façon l'immeuble est chauffé? C'est un poste de dépense. Vous allez avoir après ça à mettre un 5% de gestion, 5% de mauvaise créance de vacances. Il m'en manque un? Un coût de la dette? Non. Avant ça? L'entretien, la gestion. Les taxes, oui, les taxes municipales, les taxes scolaires, la gestion, l'entretien, l'assurance, et voilà. C'est tout. Donc, ça va vous donner une valeur nette. La valeur nette, après ça, vous avez besoin de trouver votre taux de capitalisation, taux global d'actualisation, TGA, le ratio SCHL, name it. Ça, c'est un pourcentage. Donc, généralement, comme sur la rive sud de Montréal, présentement, il est à 5,5-5,6%. Vous allez prendre votre valeur nette, vous allez diviser par 5,6%. Ça va vous donner un montant qui va être la valeur économique. L'as-tu bien vulgarisé, Caro? Pas de tableau, ça fait... Pas de tableau, c'est difficile. Mais là, je vais encore faire de la pub. J'ai une formation pour ça. Quand vous allez sortir de là, vous allez le comprendre. Venez me voir, le 26. Vous allez avoir le cruncher entre les mains et vous allez le maîtriser. Oui, mais c'est ça, c'est un outil qu'on donne dans la formation, ça. C'est l'outil d'analyse. Donc, vous remplissez juste les cases bleues. Puis ça, c'est les variables que je viens de vous nommer. Une fois que vous avez rempli les variables, le calcul se fait automatique.
C'est un outil fantastique qui permet, en 2 temps 3 mouvements, d'avoir la valeur économique. Est-ce qu'on a d'autres questions de l'autre côté? Bien oui, il y en a plusieurs qui sont rentrés. Hein? Wow. Les gens sont intéressés ce soir. On a un petit groupe, mais un groupe qui utilise la plateforme. Où peut-on former sur la plus-value, le potentiel non exploité d'un immeuble? Il y a plein de places pour ça. Venez dans les 5 à 7 des mordus. Il y a plein de gens avec qui vous pouvez jaser, qui vont vous raconter leur histoire, comment est-ce qu'on fait. Donc, moi, ce que je ferais là, à ta place, Freddy Cousin, j'irais dans tous les endroits où il y a des événements d'immobilier, et à chaque fois que je parlerai avec quelqu'un, est-ce que tu as déjà augmenté le potentiel d'un immeuble? Raconte-moi ton histoire. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, il y a plein de formations à travers le Québec. MREX, Flip Academy, Imo Facile, qui ont vraiment une belle sélection de formations. Il y en a plein sur un site Internet. Il y a d'autres clubs aussi. Donc, va dans ces endroits-là, choisis les formations qui t'interpellent, va rencontrer ces gens-là, ils vont donner des bonnes formations. Puis, exactement pour le potentiel non exploité d'un immeuble, c'est 100% le but de la formation, c'est utiliser le prêt privé pour exploiter le potentiel des immeubles. Donc, dans les soirées, souvent, ceux que j'adore aller voir dans les soirées des clubs, il y a des soirées témoignages. Souvent d'avoir des beaux exemples concrets de créativité des gens qui ont... Oui, dans les soirées témoignages, quand tu es un investisseur à succès, là, il n'y a pas d'investisseur qui a connu le succès en achetant un immeuble puis en n'exploitant rien de l'immeuble en disant je vais attendre. Oui, sur 30 ans, vous allez avoir un certain succès, mais un succès fulgurant là, qui vous permet d'aller dans une conférence. Il faut vraiment exploiter le potentiel de l'immeuble. Donc, j'espère qu'on répond bien à ta question, Freddy Cousin. On va faire aussi des événements particuliers là, dans les prochaines semaines. Surveillez les réseaux sociaux. Si vous voulez venir jaser là, tout l'été, là, on va avoir des beaux petits événements de réseautage là, justement pour jaser de ça. Il y a mon chum Jeff Tremblay, qui lui aussi fait beaucoup d'événements. Avec la MREX aussi, vous allez avoir la chance là, d'avoir des événements qui vont vous aider pour ça. Martin Gramont, si je n'ai pas d'immeuble à mettre en garantie, mais j'ai de l'argent comptant et un beau projet, y a-t-il des options possibles pour un travailleur autonome qui ne déclare pas énormément de revenus? Tu me laisses-tu répondre à celle-là? Ça fait plaisir. La première chose à faire, trouve le bon deal. Dès que tu as un bon deal, dès que tu as une opportunité, dès que tu as un immeuble, tu as un beau projet, tu vas trouver les partenaires qu'il faut pour le faire. Vaut mieux que tu commences par faire 50% des profits avec un partenaire qui, dans n'importe quel groupe, tu vas réussir à le trouver, le partenaire. Si tu as une bonne opportunité devant toi, c'est certain que tu vas trouver un partenaire. Es-tu d'accord avec ça? 100%. 100% d'accord? Il y a tellement de monde qui travaille fort et qui ne trouve pas de deal. Si tu en as un entre les mains, tu vas trouver la bonne personne. Tu sais, dans ton cas, présentement, tu es un gars qui a le cœur à l'ouvrage, de ce que je peux comprendre, qui a du temps, qui veut, qui va pousser. Mais à l'inverse, il y a des gens qui ont de l'argent, qui n'ont pas de temps, puis qui veulent la tranquillité d'esprit. Fait que tu te crées des relations avec ces gens-là. Juste à venir dans les 5 à 7 des mordus, c'est sûr que tu vas en rencontrer. Puis là, quand je parle des 5 à 7 des mordus, c'est pas venir boire des shooters puis jaser avec vos 2-3 chums que vous connaissez. Là. Venez dans un 5 à 7 des mordus, c'est d'avoir une pile de cartes épaisses comme ça, puis rentrer dans tous les petits groupes, puis dire « Hey, salut, moi c'est Jocelyn, j'investis en immobilier, j'ai besoin de partenaires, j'ai besoin de prêteurs privés, j'ai besoin de maçons. » Puis là, je donne ma carte à tout le monde. Si vous en connaissez un, envoyez-moi un courriel puis envoyez-moi ses coordonnées. Ça, c'est la première demi-heure, vous allez faire le tour de tout le groupe. Puis là, installez-vous après, près de la porte. Chaque fois qu'il y a un nouveau qui rentre, manquez-le pas. Ça, c'est la façon très agressive et active de faire du réseautage à la Joss. La façon Jocelyn. La façon Jocelyn. Mais pour de vrai, c'est comme ça que j'ai fini par avoir un immense réseau. Je me suis présenté à tout le monde pendant 10 ans dans les 5 à 7, 3 soirs par semaine. C'est à peu près ça, là? Une question d'Olivier. Il y a quelqu'un qui répond non 4 soirs par semaine. 4 soirs par semaine. Refinancer avant le terme ou on attend la fin du terme dans un an. On refinance tant qu'à moi le plus tôt possible. Oui, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que le marché réserve. Si tu as une chance de refinancer, paye la pénalité, sors de là, puis là, tu as atteint la maximisation de ton financement, la maximisation de ton cash flow. Parce que, tu sais, sur la ligne du cash flow, là, quand tu es avec un prêteur privé, à tous les mois, tu vas voir ton cash flow diminuer très rapidement. Fait que tu es mieux de payer la pénalité puis être certain que là, on a stabilisé le cash flow, on le sait combien on va payer, 3 d'intérêt, 3,25 avec un banquier. Jamais, j'ai déjà vu des clients prendre la chance de dire « Ah, mais je vais sauver la pénalité parce que je veux mieux pas payer à 2 places. » Je vais attendre 3 mois. Oh, pendant 3 mois, il est arrivé une hypothèque légale du gouvernement pour des impôts non payés en arriérage ou whatever. Puis là, ils se sont ramassés pris avec ce prêt-là.
pourquoi que sur le coup, ils ont voulu lésiner en économisant sur les bouts de chandelle. Soit Ouais, ça, je l'ai dit. si on arrive à la fin de l'année d'une banque puis ils ont atteint leur quota, ça se peut qu'ils ont approuvé le prêt 3 mois plus tard. Ils décident de ne pas passer Ils n'ont plus d'enveloppe Ils budgétaire n'ont plus pour ce d'enveloppe type. budgétaire pour ce type de. Exactement. Donc, quand vous avez la chance de refinancer puis de maximiser une situation, pas maximiser l'argent que vous allez avoir, mais maximiser une situation, Caroline, tu irais-tu fermer le store en arrière? Premièrement, tu l'as d'en face. Ouais. Puis deuxièmement, les auditeurs aussi l'ont. Donc, quand vous avez la chance de maximiser votre situation de la façon que vous avez setupé votre système, et c'est parfait. Merci beaucoup. Ah non, c'est parce que je la vois passer après, puis là, je dis, le star n'est pas baissé, ça ne marche pas. Il y a un petit décalage, fait que ça. Good! Mélissa, un petit gorgée, là. Vous avez peut-être déjà répondu à ça. Dans le cas où je vends ma maison pour tirer un profit intéressant, que j'achète un bloc en tant que propriétaire occupant. Si j'utilise mon profit pour faire les travaux, payer une partie de la mise de fonds et la balance de la mise de fonds en prêt privé, est-ce que votre garantie sera l'immeuble? Oui, la garantie va être... À la base, là, la garantie, c'est toujours l'immeuble sujet. Donc, si vous avez un financement bancaire, on va se mettre en deuxième position sur l'immeuble sujet. Puis si le montant total de financement bancaire et alternatif est plus que ce qu'on est capable dans les ratios autorisés ou les ratios sécuritaires dans notre analyse, si c'est plus que le montant qu'on est capable de supporter dans notre analyse, bien, on va aller chercher des garanties collatérales ailleurs. Je sais que Mélissa, elle a un flip qui est en vente présentement. Ce flip-là pourrait être une garantie collatérale aussi. Pour un prochain projet. Donc, on s'entend à la base, la journée que tu vends ton flip, il y a une portion que tu estimes être ton profit. Puis là, on va dire, bien, gars, on va prendre, je ne sais pas, 50% de ton profit, puis on va te donner une main levée partielle, ce qui va réduire notre risque sur l'immeuble à côté. J'ai bien répondu. Oui, c'est bon. Puis je peux rajouter sur cet élément-là. Très souvent, quand il y a des travaux, les gens nous arrivent et disent bon, financez-moi 100%, moi je vais payer les travaux. Souvent, on va tourner ça à l'envers. De notre côté, toujours dans l'optique de protéger notre. Mélissa m'informe à l'instant que l'immeuble est vendu, mais l'exemple était quand même très pertinent. C'est bon. Bravo, Mélissa, pour la vente. Bravo pour la vente, j'espère que tu as fait un beau profit là-dessus. Et puis, si je reviens sur l'exemple, s'il y a des travaux, souvent, nous, on va demander à l'investisseur, à l'emprunteur, de déposer le montant qu'il avait pris pour les travaux comme mise de fonds, puis on va financer les travaux en déboursé progressif, de façon à s'assurer que les sommes vont vraiment être investies, à donner de la valeur à Oui, c'est ça. Le déboursé progressif, super simple. L'argent reste chez le notaire, on fait la transaction, vous commencez à faire les travaux. Quand les travaux sont faits, vous envoyez les factures directement à votre créancier. Le créancier analyse si les travaux sont vraiment faits, si les factures ont bien été faites, puis là, va débourser l'argent directement au contracteur ou s'il y a une relation qui s'est établie entre vous et le prêteur, il va peut-être vous envoyer à vous que vous fassiez vos paiements. On commence à avoir moins de questions. Je vais y aller avec une petite intégration. Puis Capital Immo Privé, c'est une nouvelle entreprise. C'est une entreprise qui fait du prêt privé. Puis pour arriver à avoir des fonds pour faire le prêt privé, ils utilisent les REER, les CELI, les régimes enregistrés d'épargne des gens. Donc, vous pouvez investir dans cette entreprise-là. Puis la particularité de cette entreprise-là, c'est qu'elle va faire des prêts hypothécaires privés à des Québécois, avec l'argent des Québécois, afin de permettre à des Québécois d'investir en immobilier. Donc, c'est un fonds sur le marché dispensé. Ce fonds-là permet de recueillir les REER, CELI, comme je viens de dire. Ça crée un fonds. Puis cet argent-là va être redistribué sous forme de prêt privé. Est-ce que j'ai bien expliqué? Oui, puis ça donne une belle occasion. Si vous avez de l'espace dans vos CELI, bien, vous pouvez faire de l'argent avec du prêt privé libre d'impôt. Libre d'impôt. Donc, donne un exemple de ce qu'on peut faire avec son CELI. Bien, disons qu'on a 50 quelques mille 50 quelques mille, présentement. 55 000 et des poussières disponibles présentement. Si on remplit notre CELI, on vient d'investir chez Capital Immo Privé, bien, ça va nous donner un rendement de 7, 8, 9 % selon le terme choisi. De rendement net d'impôt. Vous pouvez, si vous êtes fan de voyage, prendre le rendement puis vous payez un voyage à chaque année avec le rendement que vous Pas allez d'impôt avoir. à payer là-dessus. Pas d'impôt à payer. Ou encore, ben, le garder là puis continuer à faire Continuer à grossir, faire grossir votre McGo, qui serait la solution sage La vraie solution, la solution à adopter. OK. C'est quand ta date de formation pour comment devenir un prêteur privé? Parce que là, on va laisser le temps s'il y a des dernières questions. Ouais. Là. Avec la formation Comment devenir un prêteur privé, c'est le jeudi 30 mai. Ça fonctionne comment? Ça C'est quoi le fonctionne groupe? comment? C'est qui va être là? C'est qui donne la formation? Fait que je vais donner la formation, tu vas être sur... Non, c'est mercredi soir, excuse-moi. Ouais.
te ramener parce qu'il va y avoir un live en même temps. Good. Fait que tu vas être là pour accueillir les participants puis faire l'introduction avec moi. Il va y avoir Christian Dubé, avocat aussi. Qui est Christian Dubé, avocat? C'est un avocat qui fait du litige immobilier. OK. Il va venir Donc, lui, il est spécialisé en immobilier. Dans les litiges, puis il va venir couvrir toute la partie de quel est le droit hypothécaire, c'est quoi les recours, qu'est-ce qui se passe. Comment ça fonctionne, les délais. Exactement. Il va démystifier cette partie-là. De notre côté, on va partager, bien évidemment, comme tu mentionnais, ça fait plus de 10 ans là, que l'entreprise roule, qu'il y a d'expérience en gère des fonds, gère des fonds. On va vous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi notre recette, comment on fait, nous, l'analyse des dossiers, comment on travaille les garanties, comment on fait les évaluations. On va tout partager ça avec vous. Puis là, disons que moi, je suis à la maison, j'ai pas envie de devenir prêteur privé. Comment est-ce que je fais pour investir là-dedans? Est-ce que je peux prendre mon téléphone et composer le 450-443-3225 et contacter le grand François Bélanger? Définitivement. On a beaucoup de clients qui, justement, ils veulent investir en immobilier, ils n'ont pas le goût d'aller faire des deals, puis d'aller magasiner des maisons, déboucher des toilettes, faire des rénaux. Ils ont décidé d'investir puis de devenir prêteur privé par l'entremise de Selma Finance. Donc, il y a toute une petite série de procédures. Il y a toute une série de procédures. On s'assure c'est ça. On valide avec les gens qui ont effectivement le bon profil. Puis de notre côté, bien, on va faire la gestion des prêts pour eux. Donc, c'est comme acheter un immeuble et le donner en gestion. On fait des prêts, puis s'il y a quelqu'un d'autre qui le gère à notre place. Oui, sauf qu'il y a quelque chose d'encore plus fun qu'un gestionnaire d'immeuble, mais nous, on offre une garantie. On va supporter les gens, s'occuper des procédures, puis même garantir les défauts. S'il y a de quoi, contrairement à une compagnie de gestion qui va juste charger. Donc, c'est vraiment un no-brainer. C'est un beau placement passif en immobilier. Vous voyez dans quoi vous investissez. C'est quand même assez sécuritaire et assez intéressant. Puis c'est un beau potentiel de revenu. Hey, on a un événement en fin de semaine aussi. Donc, encore pour laisser un petit peu de temps, si jamais il y a d'autres questions sur le prêt privé. Cette fin de semaine, c'est l'ultime sommet de la prospérité. On va avoir des grands noms. Avant-hier, je pense, dimanche matin, on était à LCN. En tout cas, l'ultime sommet était à LCN avec François Lambert qui annonçait que c'était la semaine de l'ultime sommet. C'est une convention, c'est un séminaire, c'est une formation qui dure 3 jours. Donc, c'est 3 jours de formation, 16 conférenciers différents, ça? 16 conférenciers différents, ça commence vendredi matin, ça finit dimanche à 4 heures. Il y a des activités de réseautage à travers ça, il va y avoir plein de gens. Donc, moi, je vais être conférencier. Il va y avoir Christian Pomerleau comme conférencier. Il va y avoir Patrice Ménard va être là. Ray Junior, courte-manche de Mirabel, projet Cité Mirabel, un immense projet, tout un investisseur immobilier. Ensuite de ça, on a... Spécialiste Bitcoin. Oui, une femme spécialiste des Bitcoin. Là, je n'ai pas le nom. Peux-tu me donner le nom, Caro? Marie, quelque chose. En tout cas, il y a 2 semaines, tout le monde en parle pour parler des Bitcoins. Moi, je ne connais rien des Bitcoins. J'espère qu'elle va me surprendre parce que je suis très sceptique. J'ai vraiment hâte de l'entendre. Linda Valade, synergologie, donc les signes des gens, comment est-ce qu'ils se positionnent, c'est quoi leur... Donc, c'est tous des ateliers, c'est toutes des petites conférences, là, 1 heure, 1 heure et demie, qui vont permettre à n'importe quel entrepreneur de s'améliorer, de devenir meilleur, puis de revenir dans sa business, puis de croître plus rapidement. Ça s'adresse aux gens qui veulent exploser leur business, qui veulent exploser leur vie personnelle. Donc, je vous invite, on va mettre le lien, Caro? Oui. Donc, le lien va être dans le fil de commentaires afin que vous puissiez vous inscrire. On est sold out depuis hier. Félicitations à toute l'équipe qui a fait de la promotion. Donc, il va y avoir plus de 200 investisseurs, mais je sais qu'il y a des billets qui ont été mis en place. Puis c'est la dernière journée là, pour avoir le code promo. Demain matin, là, les derniers billets qui resteraient seraient vendus plein prix parce que c'est des billets extra. Là. Il y avait plus de place. Là, ils ont décidé d'en rajouter quelques-uns en dernière minute. C'est une production du groupe Avego avec mon chum Guillaume Saillant et Olivier Paré, le fondateur de ça. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que, avant de terminer, on a une petite note, on aide les gens. Est-ce que tu pourrais dire c'est quoi la mission d'entreprise de Selma Finance? Oui, la mission d'entreprise, super belle mission. C'est la même mission que les mordus, c'est d'aider le plus de gens possible à s'enrichir grâce à l'investissement immobilier. On le fait, entre autres, au moins de 2 façons. Les prêteurs qui viennent prêter en gestion chez nous, évidemment, ils s'enrichissent en prêtant. On leur donne du rendement à chaque mois, un beau rendement stable. Parfait. Et tous les investisseurs qui viennent investir, qui viennent nous voir pour faire des prêts, que ce soit pour des flips, que ce soit pour des achats de flex,
ou même une consolidation, un projet d'affaires. Ça arrive aussi qu'on a parlé que des projets immobiliers, mais on va faire des financements sur des maisons pour des projets d'affaires. Vous avez une idée que vous voulez démarrer. Tant que vous avez une garantie sur une maison, on peut aider à financer ça aussi. Oui. Surveillez les réseaux sociaux. Le 24 mai, on lance l'édition numéro 11 du magazine dans le showroom de Audi Park Avenue. On a vraiment organisé de quoi d'extraordinaire. Je ne sais pas ceux qui étaient, ils peuvent peut-être commenter. Ceux qui étaient au dernier lancement, c'était vraiment de quoi d'extraordinaire à l'Auberge Saint-Gabriel. Je vous dirais, j'étais vraiment excité pour l'Auberge Saint-Gabriel. Là, je suis 2 fois plus excité avec tout ce qui s'en vient. Voiture de luxe, il y a un Ben sur place. On va vraiment avoir du fun à cet endroit-là. Donc, c'est le 24 lancement. Pour les gens qui voudraient recevoir le prochain magazine, c'est vraiment le temps de s'abonner. On rentre en production, l'impression, je pense que c'est mardi prochain, mercredi prochain. Donc, il va falloir envoyer la liste des abonnés d'ici là. Donc, dépêchez-vous à vous abonner. C'est vraiment pas dispendieux pour la foule d'informations que ça va vous donner. Donc, on a parlé des mordus. On a le lancement de la plateforme en même temps, je pense. Oui, il y a une plateforme de référencement. Je n'ai pas 100% des détails. Solution N qui travaille sur notre site Internet. On va vraiment rendu avec un site Internet qui commence à être particulier, qui commence à être vraiment le fun. Yann Torres travaille là-dessus d'arrache-pied depuis à peu près 6 mois. Donc, il nous met tout plein de petites choses. J'ai vu la version bêta. Ça va vraiment être extraordinaire. On sait que sur le groupe des mordus, il y a beaucoup de référencements. Je vais-tu trop loin, là? Je suis supposé dire ça, moi, là? Ça tease, c'est bon. Fait que, on a vraiment beaucoup de référencements qui se font. Donc, les gens vont dire hey, je cherche un bricolage, je cherche un maçon, je cherche un courtier dans tel coin, je cherche telle chose. Mais là, on va pouvoir référencer tout le monde via la plateforme des mordus sur le site Internet. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter ça. Surveillez aussi les réseaux sociaux. Il va y avoir un formule test d'ici le lancement. Donc, on lance ce soir-là live, en direct. Là, j'ai dit à Regan que je louais une machine à boucan faire le lancement. Ça va être vraiment extraordinaire. Grosse machine à boucan. Les gens de Audi Park Avenue aussi qui nous ont laissé faire ça, peux-tu le dire, l'essai? Oui, ça. On a fait une petite vidéo promotionnelle. Là, on a fait l'essai d'une R8, une R5, c'est ça? Dans les essais qu'ils ont fait hier? RS5. Ouais. Ça finissait en 5 puis en 8. En 5. Une RS5 puis une R8. S'il y a plusieurs voitures qui finissent en 5 puis en 8, je suis pas responsable. Ouais. C'est correct. En tout cas, c'était des beaux. Des télécharges de billets gratuits. Je la comprends pas. Ça n'a rien à voir avec moi, c'était un. Ok, excuse. Parce que Caroline me feed via Messenger. Je vois un groupe passer, je dis non, on va parler avec quelqu'un d'autre, c'est bon, je suis dans un autre groupe. OK, Yann Torres qui dit qu'il y avait la RS5, la R8 et le SQ5. Donc, je ne sais pas s'ils vont laisser ce soir. Oh, il était content, Yann Torres. Donc, Marco Guérin va être là. Je ne sais pas s'ils vont laisser chauffer ce soir-là des R8. Là. En tout cas, on va voir. On va essayer d'avoir une R8 en avant que les gens vont pouvoir essayer. Là, je le lance de même. Si vous en parlez pas mal, probablement que le propriétaire de Park Avenue nous dit il n'y aura comme pas le choix. Donc, merci les boys, très intéressant. Merci Mathieu Hamel. Merci à tout le monde. Je vais vous laisser là-dessus. On a un spectacle ce soir à. C'est où déjà? Au 10-30, au club. Merci François, super intéressant. Merci Jocelyn. Content d'avoir passé la soirée avec toi. Bon scotch, les mordus. On vous a fait tous nos promos, il faut que j'arrête ça là. Puis là, on fait-tu comme la dernière fois, Caro? Je vais faire mon Denis Lévesque. Ah, tu t'en vas? Tu t'en souviens pas? Non. 3, 2, 1. Ah, tu voulais que je le termine. Tu fermes la lumière. Non, faut que tu fermes la lumière. Ah, ouais, attends. Ben, où? Il y a 22 3, 2, 1. Hey. Pareil. Pareil quand même arrivé.